Nous commençons cet après-midi de rencontre avec un académicien, Andréi Makine. Merci Andréi d'être parmi nous. Alors une petite présentation avant de se lancer dans une discussion autour de l'ancien calendrier d'un amour, publié chez Grasset, votre dernier et excellent roman. Vous êtes né en Sibérie. Vous avez appris le français très jeune, à 4 ans. Vous avez commencé à pratiquer la langue de Molière à ce moment-là. Vous avez fait des études de français. Pas à ce moment-là, parce qu'à 4 ans, on ne parle pas la langue de On Molière. On la découvre. Mais vous avez fait des études de français en URSS et obtenu un doctorat. Et c'est sans doute naturellement que vous avez également obtenu en 1987 l'asile politique en France, où décidément féru de littérature française, vous avez obtenu un autre doctorat. Et en 1990, votre carrière littéraire commence avec votre premier roman, La fille d'un héros de l'Union soviétique, un roman remarqué, mais il vous a fallu à l'époque faire croire aux éditeurs que ce roman était écrit en russe et qu'il avait été traduit par un pseudonyme, Françoise Bourg, qui n'était autre que vous-même. En 1995, le Testament français obtient le Goncourt des lycéens et le prix des Médicis. Naturalisé français l'année suivante, après une série de demandes qui avaient été refusées depuis 1991, vous avez été élu à l'Académie française en 2016. Et donc, l'ancien calendrier d'un amour est votre 20e roman sous votre nom et le 25e, si j'ai bien compté, si l'on ajoute vos œuvres publiées sous le pseudonyme de Gabriel Osmonde. Alors, oui. Les télescopages sont toujours dangereux parce qu'on a l'impression que, vous voyez, je débarque en France et puis le Goncourt vient tout de suite, et l'Académie, etc. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. 96. Oui, c'était de longues années, parfois de misère noire. Donc, oui. Et puis l'écriture, vous savez, vous publiez aussi des livres, cher Thomas, et donc vous savez à quel point c'est imprévisible. Vous voyez, le livre peut s'imposer assez facilement, et puis il y a d'autres manuscrits qui sont refusés, et le Testament français, le Goncourt que vous évoquez, il a été refusé, je pense, par une centaine de maisons d'édition. Oui, j'imagine que vous ne savez même pas qu'il y a en France quelques centaines de maisons d'édition, n'est-ce pas? Elles ont toutes refusé ce livre, qui a été accepté in extremis, et puis quelques mois après, donc c'était déjà le prix Goncourt et un très grand succès. Ce qui fait une centaine d'éditeurs qui se sont mordus les doigts par la suite. Donc c'est voilà. Alors venons-en à l'ancien calendrier d'un amour, chez Grasset, un très, très joli titre, et on détaillera les raisons de ce titre. Le récit commence en 1991 dans un cimetière niçois, où le narrateur fait la rencontre de Valdas Bataev, qui est nonagénaire, et qui va lui raconter sa vie. Alors au fil du récit, on plonge dans l'existence mouvementée de Valdas Bataev, qui est né en 1898 dans une famille très aisée, une caste de riches. C'est le fils d'un avocat russe progressiste. Il passe des séjours dans une villa cossue de Crimée et il connaîtra la guerre civile dans l'armée tsariste. Il connaîtra d'abord la guerre, la Première Guerre mondiale, puis l'entre-deux-guerres comme expatrié en grande difficulté, un expatrié en France. Il connaîtra aussi la révolution russe et la guerre civile russe. Vous savez, la guerre civile russe, on peut bien sûr la passer sous silence, mais pour la Russie, c'était un déchirement absolument insensé, qui est presque comparable avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, mais à cette époque-là, c'est-à-dire c'est 1918-1922, 4 ans. C'est-à-dire on a fêté le centenaire de cette guerre civile et cette guerre civile est relancée 100 ans après. Donc ce qui est absolument abominable. Et cette guerre, la première guerre civile, a fait 9 millions de morts. Donc vous imaginez quelle hécatombe. Qu'est-ce qu'il y a de pire que la guerre civile, c'est ce qu'on découvre également dans le roman. Valdas participe à la Seconde Guerre mondiale aussi. Il va devenir un résistant. Alors, première question, dans un récit aussi resserré, puisque le roman fait moins de 200 pages, on a un livre d'une grande densité narrative, beaucoup d'événements. La vie de Valdas qui
qui englobe tout ça avec ces moments forts, ces relations amoureuses qui sont finalement au cœur aussi du récit. J'ai eu l'impression qu'on avait affaire à une sorte d'anti-Candide ou d'un Candide un peu slave, en référence un peu à Voltaire, même si évidemment il a ses propres références aussi. Mais est-ce que vous souscrivez à ce possible rapprochement ? C'est-à-dire que Bataev est vraiment sur tous les fronts, mais en même temps il a cette prise de distance par rapport aux événements, grâce notamment à ses passions. Mais vous-même, vous venez de me raconter, je ne le savais pas, vous êtes historien et vous publiez des livres sur la résistance. Vous m'avez parlé de Laure Moulin. Et l'histoire, c'est cela. Vous voyez, tout le monde connaît bien sûr Moulin. Enfin, qui ne connaît pas le Moulin? Mais l'histoire, c'est quelque chose d'extrêmement labyrinthique. On pousse une porte qu'on n'a jamais vu, une porte dérobée, et on découvre des destins fabuleux. Et c'est à peu près le parcours de Valdas. Vous dites Candide, mais c'est quelqu'un qui se retire de cette vie pour une raison très simple, c'est que très jeune, il a découvert que la vie, c'est un enchaînement de simulacres, finalement. Sa mère, vous avez évoqué la Crimée, donc leur grande villa. Beaucoup de Russes privilégiés avant donc la Révolution avaient des maisons de campagne, des villas en Crimée. C'est un peu comme la Côte d'Azur en France, n'est-ce pas? Et dans cette grande villa, sa belle-mère, enfin sa seconde mère, monte des spectacles inspirés souvent de Tchekhov, des petites piécettes, des petites scénettes. Et très jeune, donc il a 13, 14, 15 ans, Valdas découvre que finalement la frontière entre la vie, notre vie, et le théâtre est extrêmement perméable. Oui, là, il y a des histoires vaguement adultérines dans les pièces de théâtre que leur public, c'est un théâtre d'amateurs, oui, qui joue, mais finalement, il découvre que sa belle-mère est aussi infidèle à son père. Il y a, bien sûr, le métier de son père qui est avocat, donc les effets de manche, n'est-ce pas, des plaidoyers, quelque chose d'extrêmement théâtral. Et progressiste aussi. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de bagou, n'est-ce pas, beaucoup de harangues. La même chose pendant les révolutions, il ne voit que ça. C'est bien sûr, c'est du théâtre tragique déjà, mais c'est quand même de la comédie humaine. Et peu à peu, il commence à se poser cette question. Mais si tout cela n'est qu'un jeu, et cela n'était donc que du théâtre. Voilà. Si tout cela est du théâtre, un théâtre d'horreur, un théâtre comique, un théâtre tragicomique, comment trouver une vraie vie, une vie où il n'y a pas plus de jeu, où vous n'êtes pas obligé de jouer un personnage, où vous ne portez aucun statut, vous êtes vous-même. Et il part à la recherche de cette authenticité. Et c'est pour ça que vous l'avez très bien remarqué, qu'en devenant un résistant, il n'est pas un résistant comme un autre, c'est-à-dire il n'y a pas d'engagement farouche. Vous avez cité le personnage que je ne connaissais pas, le personnage réel, André Gérard, n'est-ce pas? Je ne le connaissais pas, c'est un grand résistant. Vous voyez? Mais lui, c'est un engagé. Oui, vous m'avez dit, oui, c'est un militaire qui s'est engagé sciemment, inconsciemment. Mais ce n'est pas le cas de Valdas. Valdas était plutôt entraîné par l'histoire. Il ne s'est jamais dérobé. Ce n'était pas quelqu'un qui se cachait derrière son petit doigt. Donc il a véritablement participé. Enfin, c'est un officier déjà de l'armée blanche. Il a pris des risques. Il a pris des risques, oui, il a été blessé. Mais finalement, cet autre volet de sa vie, cette autre facette, il l'a découverte assez jeune. Quand, en fuyant ce monde de privilégiés, ce monde qui lui paraissait à la fois futile, frivole et artificiel, il fait la rencontre avec une jeune contrebandière, Taïa. Et tout à coup, il comprend, oui, une autre vie existe. Nous sommes en train de festoyer ici. Ma belle-mère anime ce théâtre d'amateurs. Mon père pérore dans ses grands procès. Il est adulé par la presse bien pensante. Tout va bien. Mais il y a un milieu populaire, ce qu'il appelle les bas-fonds. Il commence à découvrir ces bas-fonds. Et au début, il pense que tout simplement c'est une lecture de classe. Vous voyez, il y a des riches et des pauvres. Et puis il se dit non, il y a quelque chose d'autre. C'est pas seulement que Taïa soit très pauvre, vous voyez, de cette vie. Alors,
juste avant, peut-être qu'il faudrait raconter cette rencontre. On peut dire que Taïa lui est littéralement tombé dessus. Peut-être il ne faut pas la raconter, justement. Il ne faut pas la raconter. Pourquoi les lecteurs liront ce livre s'ils connaissent déjà l'histoire. Je le fais non pas par quelques esprits cachotiers, mais pour une raison très simple. C'est que nous sommes peut-être une centaine de lecteurs ici. Il y aura une centaine de Taïa, une centaine de Valdas. Parce que chaque lecteur, il recrée le personnage. Vous savez, la lecture, c'est quelque chose de très créatif. De très créatif. On pense toujours que c'est passif. Pas du tout. Vous voyez, votre Taïa n'est pas la mienne. N'est pas la mienne. Vous avez, avec vos connaissances historiques, n'est-ce pas, vous avez déjà vu une autre femme. Peut-être vous l'avez comparée inconsciemment avec Laure Moulin, par certains côtés, en disant, tiens, c'est une femme active, c'est une femme comme ci et comme cela. Vous avez construit ou reconstruit un personnage. Et je pense que le seul intérêt de la lecture, c'est cette recréation. Comment on recrée ce que moi j'ai écrit, vous voyez, avec mes mots, mais dans l'esprit de chaque lecteur, la trame va être écrite. C'est évident. Et puis il n'y aura pas deux lectures qui se ressemblent. Parfois dans les cercles de lecture, il y a des cercles de lecture en France. Et souvent, quand je rencontre ces lecteurs, ils me disent, mais on n'était pas du tout d'accord, voyez-vous. Et quand j'entends les deux lectures divergentes, je me dis, mais c'est deux livres. Ils ont lu deux livres différents. Et tant mieux. Vous donnez juste des petits éléments assez ténus de description. Vous parlez de ses pommettes saillantes, de ses yeux presque bridés. Juste ce qu'il faut au lecteur pour avoir des pistes. Et en effet, c'est une jeune femme, c'est une jeune criméenne. La Crimée, c'est un mélange de populations. D'abord, il y avait des comptoirs grecs. Il y avait après des comptoirs génois, donc les Italiens. Puis les Tatars sont arrivés. Puis les Russes ont chassé les Tatars. Ainsi de suite. Donc c'est tout un mélange ethnique qui donne ce type un peu particulier, un langage un peu particulier, une mentalité différente. Mais qui fait le charme de ce peuple qui vit de la vigne. Oui, ils produisent un très bon vin. Le muscat de Crimée est très bien connu. Il y a du champagne. Enfin, ils appellent ça le champagne. C'est plutôt un vin pétillant. Oui, c'est un mousseux, c'est un spumante, comme disent les Italiens. Mais il y a toute cette culture criméenne qui est extrêmement riche, qui est particulière, qui est très méridionale. Ovide, le poète que vous connaissez si bien, il était dans les parages, il a été exilé là-bas. Et donc, une culture très riche. Et elle fait ce que ses ancêtres ont toujours fait, c'est-à-dire du cabotage. Ils traversaient tous les détroits, ils faisaient de la piraterie, et il faisait aussi de la contrebande. Et c'est une jeune contrebandière engagée par une équipe de contrebandiers qui, au péril de leur vie, donc, font ce commerce illicite. De tabac. Oui, il y a ce moment, alors sans trop en dire, mais quand même, c'est une rencontre qui est à la fois romantique, inquiétante pour lui. C'est aussi, sans trop m'avancer, Valdas à ce moment-là est en pleine puberté, donc les hormones sont quand même pas mal. Et ça, c'est la lecture de Thomas. On lui laisse ça sur sa conscience. Il pense beaucoup à la puberté. Mais enfin, moi, juste ce petit extrait. Non, cher Thomas, ouais. je vais vous le dire très simplement. C'est vrai que pour lui, la rencontre avec cette femme, c'est l'éveil, le premier éveil érotique, c'est évident. Il découvre la féminité. Mais même à ce moment-là, il comprend que derrière cet éveil, parce qu'il y réfléchit beaucoup comme un adolescent de 15 ans pourrait le faire, vous voyez, tout à coup, il sent en lui cette première étincelle de virilité qui s'éveille, vous voyez. Je suis un homme, vous voyez, il se dit. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que même à ce moment-là, il y a quelque chose de bien plus important. Il y a la compréhension que cette vie, voyez-vous, de masque et de déguisement, ce n'est pas l'essentiel de notre vie. Qu'il y a une autre vie, un autre rythme, une autre cadence, et on peut vivre autrement. Donc, il est toujours à la recherche de cette autre vie qui ne soit pas un jeu de théâtre. Parce que ce qu'il vit avec cette femme-là, enfin, ils échangent à peine quelques mots au début, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'assez théâtral, n'est-ce pas? Il va tout faire pour la revoir aussi. Pour la revoir, mais il la reverra beaucoup plus tard, et c'est leur seconde
rencontre qui jouera beaucoup plus. Mais à mon avis, il ne faut pas détailler non plus le contenu. Il faut laisser la liberté. Il faut laisser la liberté parce que chacun va broder. Vous voyez, moi je ne voudrais pas. Enfin, je n'aime pas les livres où l'auteur vous dit vous devriez penser ça. Ça, c'est de la dictature à mon avis. Non, chaque lecture, c'est une liberté créatrice. Chaque lecteur refait le livre, vous voyez, réécrit le livre. Est-ce que c'est par rapport à ce décalage, ce gouffre, ce fossé social qui les sépare, que Valdas en vient à se dire qu'il lui fallait oublier cette étrange Taïa condamnée à croupir dans la misère des bas-fonds? Oui, mais c'est un réflexe de privilégié, c'est évident. Et c'est un réflexe, quand on découvre l'existence de cette autre vie, une autre façon d'être, une autre façon de percevoir la beauté, la féminité, les saisons, le temps, parce que le temps tout à coup s'interrompt. Vous avez sans doute vu cette scène, je ne vais pas la raconter en entier, mais il revient à la maison et la vie à la maison continue dans sa banalité, dans sa routine. Et il ne comprend pas cette contradiction. Là-bas, il lui semble sur le rivage de la mer Noire, dans la nuit, quand il rencontre les contrebandiers, il se dit, mais j'y suis resté peut-être pendant plusieurs jours, tellement c'est dense. Et émotionnellement déjà, c'est très très dense, c'est très troublant. Tandis que la vie à la maison, c'est comme si vous voulez, c'est le dédoublement temporel. Vous voyez, on sent parfois dans nos vies que le temps bifurque. Vous voyez, quand vous vivez quelque chose d'intense, vous avez dit, mais ça a pris des années. Ça a la même valeur que des années et des années de ma vie qui se sont déroulées dans la routine totale. Et tout à coup, grâce à Taïa, il découvrira cette autre façon d'exister, tout simplement. Et cette intensité des événements fait que ces événements se gravent profondément dans sa mémoire. Alors juste pour poursuivre un petit peu, il y a après cet oubli forcé, il se contraint à oublier Taïa, il va un petit peu peut-être rentrer dans le moule en tombant amoureux de Kathleen, qui elle est une jeune femme de la belle société, de la bonne société, bien sous tout rapport. Ce qui paraissait naturel. Il revient vers son statut social, puisque la route est déjà tracée. C'est un enfant de riche, oui, il va revenir à cette routine de l'enfant, du jeune homme qui va épouser une jeune fille de la même condition sociale, et ainsi de suite. Et c'est là qu'arrive la Première Guerre mondiale. Et voyez-vous, on pourrait se dire quelle tragédie, c'est quelque chose de tragique, n'est-ce pas, et pour la Russie et pour la France. Cette Première Guerre mondiale vous a marqué plus que la Seconde Guerre mondiale. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup plus de morts. Il y a eu 1,5 million vos braves poilus, sans compter les civils qui ont été anéantis. C'est pour ça que vous gardez encore la mémoire de 14-18 presque plus que 39-40. Parce qu'il y avait l'occupation, il y avait la collaboration, donc c'est pas un souvenir très glorieux. Tandis que, vous voyez, la Première Guerre mondiale, c'est autre chose. Et donc, on pourrait dire que c'est un désastre. Mais en même temps, c'est ça qui le mènera. Vous voyez, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et il vit exactement cela. C'est ça qui le mènera à cette deuxième rencontre. Mais si on commence à détailler de nouveau A plus B, vous voyez, malheureusement, les lecteurs, ils ne sauront plus jamais être libres à réinventer cette histoire. Moi, je préfère leur laisser cette histoire. Au-delà du récit et des événements, il y a aussi ce souffle romanesque que vous imprimez, ce style, ces phrases toujours bien choisies et ciselées, qui font que, même si on connaît le début, et rassurez-vous, on n'en dira guère plus, on apprécie quand même la lecture. Non, vous avez tout à fait raison. Mais imaginez, par exemple, si on commençait maintenant à parler de Madame Bovary. Ah ben vous voyez, cette jeune femme un peu romantique qui rencontre un médecin de province, et puis finalement, elle s'ennuie, elle rencontre un amant, puis un autre amant, et puis il s'endette, et puis il s'empoisonne. Je vous ai tout raconté, mais c'est affreux ce que je viens de dire. C'est abominable. J'ai tué Flaubert, Flaubert est tué, n'est-ce pas? Et pourtant, ce que j'ai dit est tout à fait vrai. Je vous ai raconté l'intrigue de Madame Bovary, oui. Mais Madame Bovary, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Pour revenir une dernière fois sur Kathleen, c'est aussi le sosie, mais en plus jeune, de sa belle-mère.
Donc vraiment, il y a ce mimétisme-là qui le pousse à rentrer dans le droit chemin. Mais c'est la guerre qui va le détourner de cette trajectoire-là qui était toute tracée. C'est aussi Kathleen elle-même, hein, puisque elle va rompre leur fiançailles, sans même qu'il en soit finalement informé directement. Et puis il y a cette parenthèse qui va s'ouvrir. Donc venons-en au titre. C'est un historien, oui, il a besoin de raconter l'intrigue. Moi j'ai besoin de la chronologie. Il a besoin des événements et de la chronologie. Oui, c'est terrible ça. La prochaine fois, on choisira un poète. Alors, venons-en. Ou un lecteur dans la salle. Non, mais je le taquine parce que c'est aussi une lecture, vous voyez. Thomas a eu sa lecture d'historien. Et chaque lecture est valable, chaque lecture est légitime, n'est-ce pas? Chaque lecture est légitime. Savez-vous, cher Thomas, qu'il y avait en Russie deux sortes de lecteurs du roman de Tolstoï, Guerre et paix. Donc, il y avait deux sortes de lecteurs. Les femmes lisaient plutôt des scènes de paix et les hommes plutôt des scènes de guerre. Non, mais c'est tout à fait documenté. Voyez-vous pourquoi? Parce que vraiment, la description des batailles en n'en jamais finir. Parfois, ça peut ennuyer. Et les hommes, des êtres un peu plus agressifs, n'est-ce pas? Ils disaient, ah oui, mais qui a tué qui? Quel canon a tiré, etc. Il y avait deux sortes de lecteurs. Et puis, il y avait quand même la majorité lisait les deux parties. Alors, puisque vous parlez de Tolstoï, j'ai trouvé une citation de cet immense auteur qui fait un petit écho à votre livre, à moins que ce soit l'inverse. Tolstoï écrivit: pour étudier les lois de l'histoire, il faut mettre de côté rois, ministres et généraux et focaliser son attention sur les points infiniment petits. Est-ce que c'est pas finalement ce que vous faites dans ce roman? Parce que ce n'est pas un roman historique. Ça, vous l'avez tout de suite compris, oui, et vous l'avez très bien dit. C'est pas un roman historique. Pourquoi? Il serait presque beaucoup plus simple pour moi d'écrire un roman historique. Toute la documentation est extrêmement accessible maintenant grâce à Internet. Mais ce qui m'intéressait, c'est de garder l'authenticité de la voix de ce vieux monsieur qui m'a confié son histoire. Oui, comment il racontait cela? Oui, parce qu'il faut préciser que le personnage a existé. Il a véritablement existé. Mais nous avons parlé peut-être pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, si vous racontez votre vie, vous savez, vous donnez quelques balises de votre vie. Vous voyez, on ne se raconte pas. Et j'ai dû, non pas imaginer sa vie, mais plutôt deviner sa vie. Moi, je préfère ce verbe-là. On devine un peu comme faisait Sherlock Holmes. Vous voyez, si on voit un bouton qui s'est décroché, c'est que cet homme a peut-être fait ceci ou cela, etc. Et donc, on essaie de restituer la vie de quelqu'un avec ce regard neuf, ce regard d'observateur. Oui. Et donc, au lieu d'écrire une épopée, un peplum, une saga historique, moi, je préférais écrire, disons, une épopée intime. Tous les événements sont très importants pour lui. Oui, il y a la Première Guerre mondiale, mais c'est sa Première Guerre mondiale, n'est-ce pas? C'est pas la Première Guerre mondiale de je ne sais quel Clémenceau, oui, ou Nicolas II, ou Guillaume II. C'est autre chose. C'est sa Première Guerre. La résistance, c'est la même chose. C'est pas la résistance de Laure Moulin que vous avez évoqué, de Jean Moulin. C'est complètement différent parce qu'il entre dans la résistance presque accidentellement. Il veut tout simplement aider cet homme qui a failli être arrêté. Donc, oui, ce n'est pas un engagé flamboyant, Valdas. Et donc, c'est aussi, voyez-vous, nous avons parlé de la lecture. Enfin, vous prenez un livre et vous relisez, vous recréez à votre manière, avec votre expérience, avec votre sensibilité, un nouveau livre, pratiquement. Votre lecture, c'est un nouveau livre qui n'a jamais existé. Mais notre vie, ou l'existence historique, notre existence historique, c'est aussi un livre. Vous prenez la trame de l'histoire qui est très connue, la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas, la Révolution russe, la guerre civile, en France c'est le Front populaire, puis 39, 40, on connaît ces événements, plus ou moins. Mais vous les vivez différemment des autres. Vous savez, vous ne les vivez pas comme les autres. Vous avez votre histoire et avec votre expérience personnelle, avec votre vie, vous participez à cette grande histoire. Donc c'est très simple, si vous voulez, de convoquer les grandes personnes. D'ailleurs, ils y apparaissent. Lénine, on voit les purges staliniennes, on voit quelque part, on peut deviner les grands résistants. On peut les deviner, mais en filigrane. Oui, en filigrane. Et
l'historien, ou surtout l'auteur de romans historiques, il est obligé d'attraper son personnage et de l'amener d'amener là où ça se passe, n'est-ce pas? Il doit rencontrer Churchill, il doit rencontrer De Gaulle et ainsi de suite. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer ces histoires à hauteur d'homme. Comment cet homme-là, et pas un autre, a vécu cette histoire. Et non pas de créer quelque chose de général, de généralisateur, non pas un manuel d'histoire, vous voyez bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que Valdas est un homme au cœur pur? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est mu par la pureté de ses sentiments. Oui, vous avez parlé de Candide, justement, de cette conscience intacte en quelque chose. Oui, le Candide, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'étonne, oui, quelqu'un qui s'étonne devant la vie. Oui. La vie doit être étonnamment une surprise permanente. Le problème, c'est que notre conscience, avec l'âge, devient très stéréotypée. Tolstoï, que vous avez cité, il l'a dit très bien, il faut, si l'écrivain veut écrire une œuvre originale, il doit retrouver son enfance. Non pas, il ne doit pas retomber en enfance, bien sûr, mais il doit retrouver le côté, spontané de l'enfant. L'enfant s'étonne de tout, vous voyez. Parfois, les parents lui achètent, je ne sais pas quel jouet sophistiqué, etc., mais il trouve une petite branchette et ça l'émerveille, vous voyez. Quand on voit les enfants jouer parfois dans la rue, ils s'étonnent de tout. Ils peuvent tout réinventer. Et l'écrivain doit être comme cela, c'est-à-dire de se mettre, non pas dans la lignée de ce que tout le monde vit, dans la ruée vers quelque chose d'extrêmement prévisible, mais s'écarter un peu, et voir, prendre un autre angle de vue. L'angle de vue compte plus que le reste. Voyez-vous, en sortant de cette salle, étrange, n'est-ce pas, étrange, on m'a dit que c'était une ancienne fabrique d'allumettes. Oui, donc il y a toute une histoire dans cette salle. Mais si vous sortez de cette salle dans la rue, si vous passez 15 secondes, tout à coup, en vous extrayant de votre vie habituelle, de la routine des vies, et vous commencez à observer, vous aurez un sentiment fabuleux, un sentiment de l'étrangeté de ce qui se passe. Il faut juste ne pas courir tout de suite en disant, tiens, voilà, je dois faire ceci, cela, etc. Donc, on s'éloigne, on fait un pas à l'écart de la vie qui est prescrite, n'est-ce pas, de la naissance à la mort, et tout à coup, on se retrouve dans un monde absolument fabuleux. Et pour cela, je vous dis, il faut juste se mettre un peu à côté de la ruée humaine, de la foule, les regarder avec un certain recul et vous découvrez des choses extraordinaires. Ce que fait ce cœur pur de Valdas, mais lui, il le fait non pas par je ne sais quelle pureté morale ou éthique, il le fait parce que tout simplement, il a découvert avec Taïa un temps qui peut être vécu autrement, c'est-à-dire en appréhendant autrement la guerre, la paix, les saisons, le temps devient autre. On oublie ça. Vous voyez, vous avez enlevé votre montre. Ça, c'est le temps astronomique. Mais est-ce que notre vie se réduit à ce temps astronomique? Pas du tout. Pas du tout. Le titre de ce livre, c'est l'Ancien calendrier de l'amour. Donc, ce qu'ils vivent entre deux calendriers. Ce grand amour fulgurant, intense, inattendu, ils le vivent entre deux calendriers. Le calendrier julien, c'est le calendrier de l'empire, de l'ancien empire russe, l'empire des tsars, et le calendrier grégorien, votre calendrier européen, qui a 2 semaines d'avance sur l'ancien calendrier. Et pendant ces 2 semaines, il se trouve en dehors du temps. Ça arrive de temps en temps dans nos vies, vous savez, ce sont des moments extrêmement heureux, souvent, quand on est tout à coup détaché. Je vous ai donné ce conseil amical de passer 15 secondes un peu à l'écart de la foule, et vous verrez beaucoup de choses dans les façades, dans les fenêtres. Oui. Ouvrez votre imagination, ouvrez votre cœur, justement. C'est une expérience qui ne dure que quelques secondes et qui apporte beaucoup. Mais eux, ils se trouvent avec leur grand amour dans ce laps de temps de 2 semaines. 2 semaines. C'est très difficile à imaginer, parce que vous dites, mais finalement, quelle différence? Parce que c'est la chronologie, vous êtes historien. Mais il faut avoir
là je reviens à cette notion de poétique, il faut avoir un regard de poète. Imaginez que tout à coup, votre montre s'arrête et vous dites à nous tous, écoutez, nous avons 2 semaines maintenant, à partir de ce moment-là, personne ne remarquera nos absences. Personne. Et vous avez 2 semaines en dehors de la vie. Certaines partiront à Venise, d'autres peut-être remonteront à Paris, les autres partiront à la campagne, et nous sommes invisibles pour les autres. Et on va retomber dans notre vie, tout le monde dira, ah ben tiens, qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait 1 heure? Est-ce que tu as acheté du pain? Donc vous allez enchaîner avec votre vie habituelle. Il faut passer par cette métaphore pour comprendre l'intensité de ce qu'ils vivent. Tout à coup, ils sont en dehors de ce monde, et le monde est terrible parce que c'est en pleine guerre civile. Il y a, comme je vous ai dit, 9 millions de morts, il y a des gens qui sont tués, il y a des villes qui sont incendiées, et ils se retrouvent dans cette parenthèse enchantée. Il y a ce petit extrait qui prolonge ou qui illustre ce que vous venez de dire. Valdas se tapota le front, poussant un petit rire. Je ne m'habituerai jamais à ce nouveau calendrier. Il se souvenait vaguement d'une avancée de 2 semaines qu'en 1918, les Rouges avaient imposée à la chronologie, passant du calendrier julien au calendrier grégorien, pour renouer avec le temps dans lequel vivaient les pays civilisés. Selon Lénine, ce temps civilisé, pensait Valdas, n'avait pas empêché tous ces beaux pays, fiers de leur culture, de s'entretuer pendant 5 interminables années. Donc il est aussi clairvoyant, Valdas. Pendant 5, c'est-à-dire c'est la Première Guerre mondiale. Ouais. Voyez-vous, et tout ça se faisait au nom de la civilisation, au nom du progrès, au nom du patriotisme. Tout ce qu'on entend aujourd'hui dans le conflit russo-ukrainien, qui est véritablement un conflit plutôt russo-américain. Les pauvres Ukrainiens, ils sont pris en otage. Enfin, ils ont leur part de culpabilité, comme tous les peuples. Vous savez, quand il y a 2 peuples qui se déchirent, il y a toujours quand même les causes et les raisons. Mais là, nous ne parlons pas de ça. Parlons tout simplement de ces mêmes mensonges et ces mêmes hypocrisies qui nous présentent cela comme, je ne sais pas, comme le combat pour la démocratie, etc. Il s'agit tout simplement des grandes multinationales américaines qui s'empiffrent maintenant, qui vendent leur gaz 4 fois plus cher que avant, qui lancent des grands programmes de réarmement. Vous savez qu'on a doublé la production des armements en quelques mois. Donc quelqu'un, quand même, tire ses épingles du jeu. Il ne faut pas l'oublier, les pauvres Ukrainiens meurent sous les bombes. Les Russes, quand même, sont aussi déchiquetés par ces mêmes éclats. Et quelqu'un, à Wall Street, s'en réjouit. C'est évident, vous savez, ça se passe toujours comme ça. Et la Première Guerre mondiale, ça a commencé par une bêtise totale. Les deux... je mentionne cet épisode, les deux empereurs se donnaient du cousin quand ils s'écrivaient. Ils s'échangeaient leurs uniformes. Ils échangeaient leurs uniformes. Nicolas, c'est d'ailleurs, ils avaient une certaine parenté dynastique entre les deux dynasties. Vous voyez, donc Guillaume II et Nicolas II, c'était les meilleurs copains du monde. Vous voyez, et en quelques jours, ils ont lancé leur pays dans un carnage effroyable. 1,5 million de Français tués, il y a 4 millions de Russes, c'était... 20 millions au total. 20 millions au total, 20 millions au total et beaucoup plus, 50 millions, 60 millions pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous êtes historien, donc vous savez très bien comment tout ça a démarré, par un coup de pistolet de Gavrilo Princip, n'est-ce pas, cet Yougoslave anarchiste et terroriste qui voulait tuer l'archiduc autrichien. Voilà, on sait très bien, c'est-à-dire une balle d'un côté et de l'autre côté 20 millions de morts. C'est comme ça que l'histoire se développe, vous voyez. C'est pour ça que quand vous dites, oui, il est candide, il est retiré, il est cœur pur, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer? S'engager encore plus dans cette guerre. Mais dans quelle histoire? Le XXe siècle, c'est l'histoire de carnage. Et vous en savez quelque chose si vous travaillez sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une histoire permanente de carnage. Et notre siècle qui vient de commencer, le nouveau millénaire, il a commencé par un carnage donc à New York, mais puis par toutes ces guerres. Et même avant, c'était la guerre en Yougoslavie. Mon éditeur serbe
il regardait, il observait les avions américains qui passaient en rase-motte comme ça pour faire peur aux populations qui bombardaient Belgrade. Et ils bombardaient sans discernement, c'est-à-dire si les enfants mouraient, tant pis, si les ponts croulaient, c'était même pas des cibles militaires. Et il disait, j'étais sur le toit de mon immeuble parce que je voulais juste voir la tête de ce pilote américain qui s'en moquait. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Serbes, ce sont pas des êtres humains. La même chose, on parle de Belgrade, mais la même chose à Bagdad, n'est-ce pas? Je cite souvent cette réponse de Madame Madeleine Albright, ministre des Affaires étrangères américaine, c'est le secrétaire d'État. Sur les 500 000 enfants. Sur les 300 000 enfants, il y a même plus parce qu'ils ont été tués par la famine organisée après. 300 000 enfants irakiens massacrés. Il a dit oui, ça en valait la peine. Donc vous voyez, quand on a ce raisonnement de nos têtes pensantes en politique, on comprend qu'il peut y avoir chez chacun de nous le désir de construire un monde ailleurs. Un monde qui ne soit pas assujetti à leur programme monstrueux, il faut le dire. Et Taïa et Valdas, c'est ça le grand mystère pour moi quand j'écoutais ce vieux monsieur, c'est qu'ils ont en quelques jours, en quelques semaines, deux êtres qui s'aiment sont capables de construire, de recréer un univers qui a du sens, qui est profond par l'intensité de l'amour qu'ils éprouvent et qui est possible parce qu'ils sont complètement démunis. Lui, il est blessé. Cette femme, elle est rejetée par la société, elle est écrasée par la vie. Et même des êtres si démunis, si peu, aptes à vivre une vie, à une grande histoire d'amour, ils la vivent à leur façon. Oui. Donc, à l'écart de ce monde de fous, et on ne peut pas l'appeler autrement, qui se massacre par tous les moyens possibles et impossibles, il y a cet amour qui peut naître et qui peut durer parce qu'il a duré dans l'esprit de Valdas, dans sa mémoire, toute sa vie. Oui, cette parenthèse de 2 semaines, en fait, ne sera jamais vraiment refermée. Quand Valdas arrive en France, il est exilé et il vit cette condition-là bien particulière des exilés. Je me demandais dans quelle mesure votre propre expérience, même si elle est survenue bien des décennies après, a nourri ces pages-là. Écoutez, moi je ne peux pas me plaindre, ça serait indélicat, parce qu'ils arrivaient dans un pays dévasté. On oublie l'état de la France après la Première Guerre mondiale. Et la France a fait quelque chose, à mon avis, d'extraordinaire, parce qu'elle a accueilli 2 millions de Russes. On oublie un peu le côté massif de cette arrivée. Et chacun de ces Russes a trouvé quand même sa place au soleil, si j'ose dire. C'était extrêmement dur. Vous pouviez être un militaire haut placé, avoir des titres nobiliaires, et puis vous travailliez, vous faisiez le taxi, vous faisiez comme un chauffeur de taxi, vous voyez. Mais ils ne se plaignaient pas, ils travaillaient beaucoup, ils se sont complètement intégrés, ils se sont assimilés. Maintenant, de temps en temps, vous reconnaissez leur nom d'après leur nom de famille, d'après la résonance de ce nom slave. Mais sinon, l'intégration était totale. Mais l'attitude aussi de la France à cette époque-là était différente vis-à-vis de ces immigrés-là. Les Français ont très bien expliqué, à mon avis, et c'était, à mon avis, salutaire et pour la France et pour cette immigration. Ils ont dit, écoutez, vous arrivez dans un pays dévasté par la guerre. On a perdu 1,5 million de Français, de compatriotes, sur quelle population? C'était 38 millions, 35 millions. Donc la plaie était énorme, la saignée était terrible. Et je ne parle que des morts. Et imaginez tous ces gueules cassées, tous ces mutilés. Vous arrivez dans ce pays, disaient les Français, maintenant, pas de politique. Insérez-vous. La France vous donne l'accueil. On ne vous demande pas la générosité, oui, on ne vous demande pas de vous agenouiller et de nous remercier, mais essayez de participer à la reconstruction de ce pays. Et je pense que si ce langage était tenu aujourd'hui vis-à-vis de nouveaux arrivants, un langage clair et net, je pense que la France aurait
éviter aujourd'hui beaucoup de problèmes. Vous voyez, on parle des communautés, on parle je ne sais pas, des chocs des civilisations, on invente n'importe quoi. Tout simplement, ce langage clair manque. Vous voyez, la France est un grand pays, profondément blessé. Donc, essayez d'être fier et de mériter ce pays. Ce langage qui a été tenu vis-à-vis des Russes. Et vous avez vu que les résultats étaient plutôt bons. Oui, le secrétaire perpétuel de l'Académie, Hélène Carrère-Dancos, elle est d'origine russe. Et il a vécu une vie, il faut le dire maintenant, je peux vous le dire, il a vécu une vie extrêmement misérable. Il a été accueilli avec sa maman par un prêtre orthodoxe qui avait une toute petite chambre à côté de l'église russe à Paris, de la rue d'Aru, et ils vivaient carrément sur leurs valises et sur les caisses, sur des grandes caisses où ils gardaient quelques effets, les effets personnels. Et sa maman disait, oui, nous vivons dans le style Louis XV. Non pas Louis XV, mais Louis XV. Vous savez, quel courage. Donc, la France donnait cette possibilité à cette petite fille complètement déshéritée, n'est-ce pas, qui a vécu des choses absolument terribles parce que son père a été fusillé à la Libération. Mais de cela, elle est venue à l'Académie française, elle est devenue le secrétaire perpétuel de l'Académie. Et un grand historien, on oublie souvent de dire cela. Spécialiste de la Russie aussi. Alors, on a un petit peu effleuré, même plus que ça, la thématique de cette 9e édition du Festival des écrivains du Sud, c'est-à-dire l'écrivain dans son temps. Et c'est peut-être un hasard, mais ce roman, L'Ancien calendrier d'un amour, fait écho à notre temps et à cette guerre que vous avez évoquée en Ukraine. Vous parlez d'une réitération de cette guerre civile désormais centenaire, dont on commémore le 100e anniversaire, en tout cas pour sa fin. C'est un hasard ou c'est une préoccupation que vous aviez depuis un certain temps ? Le roman a été écrit avant cette guerre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre durait déjà depuis 8 ans. On a oublié un peu ça. Oui, on a oublié, mais dans le Donbass, c'est-à-dire dans l'est de l'Ukraine, les enfants mouraient déjà. Les enfants, les femmes, les vieillards et les hommes. Quand même, le gouvernement ukrainien bombardait ses propres concitoyens, ce qui était absolument abominable. Imaginez, par exemple, je ne sais pas, les Catalans commencent à montrer leur attachement à leur langue catalane ou les Corses à leur langue corse, et tout à coup, Paris commence à bombarder ces provinces. C'est abominable, n'est-ce pas ? L'Est de l'Ukraine demandait juste la possibilité de parler en russe, parce que c'était russophone, et d'éditer les journaux en russe. La demande était minime, finalement. On aurait pu éviter facilement cette guerre. Les Corses, et les Alsaciens, les Bretons ont beaucoup plus d'autonomie. Beaucoup plus d'autonomie, oui, vis-à-vis de Paris. Ils demandaient finalement assez peu de choses. Mais on a voulu que cette guerre éclate. Pendant 8 ans, donc, on menait les tractations, soi-disant, les pourparlers de Minsk, comme vous le savez, et puis tout à coup, Madame Merkel, la chancelière allemande, dit, finalement, vous savez, tout cela était faux. Tout simplement, on voulait tromper d'abord Poutine, et on voulait donner des armes à l'Ukraine, réarmer l'Ukraine, parce que de toute façon, l'Ukraine doit faire la guerre à la Russie. Donc, une abomination. Et bien sûr, après cela, la guerre a tourné de façon absolument dramatique, tragique, que nous connaissons aujourd'hui, mais pendant 8 ans, on pouvait très bien arrêter toutes ces hostilités. La chance était là. Et malheureusement, et moi je croyais à la possibilité de reformer donc cette Ukraine dans ses frontières naturelles, et puis surtout ne pas la transformer en un pays en guerre permanente, comme elle est maintenant, et surtout très anti-russe, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, Aix-en-Provence m'accueille généreusement, avec cette lecture, je reçois un prix à Bordeaux. C'est l'université de Bordeaux qui, l'année dernière, me discerne un prix. Je n'ai rien demandé, j'ai dit, écoutez, très bien, je viendrai le recevoir. Le maire de Bordeaux interdit la cérémonie. Le maire de Bordeaux, mais de quel droit
c'est l'université. Donc la haine, cette haine anti-russe, finalement j'ai vécu beaucoup plus de temps déjà en France, et j'ai vécu d'ailleurs en Union soviétique, non pas dans la Russie actuelle, je n'ai jamais vécu dans la Russie actuelle, mais je reste génétiquement russe. Il faudra bientôt qu'à Bordeaux, on m'ouvre la veine et on me fait un test de sang. Est-ce que vous êtes un russe génétiquement ou non? Donc, on arrive à cela, à cette intolérance. Une espèce d'hystérie aussi. Honteuse, hystérie, que tout simplement, un russe ne doit pas fouler de ses pieds la terre sacrée de Bordeaux. Ça devient insensé. Oui, c'est aller très loin, puisque même des citoyens français d'origine russe, des Russes aussi, ont vu leur compte en banque fermé juste parce qu'ils avaient un nom russe. Oui, je connais quelqu'un c'est une Russe, elle a des petits-enfants français qui parlent français, c'est de bons petits français, mais ses enfants elle a épousé un Français. Bon, ça arrive, voilà, ça arrive, mais elle ne savait pas ce qui se cachait derrière. Et derrière se cache que tout simplement, un beau jour, c'est une femme un peu plus âgée même que moi, donc elle a vécu 40 ans en France, vous voyez, plus de 40 ans en France, et tout à coup, ses comptes sont bloqués. Et quand elle arrive dans son agence, elle comprend pourquoi. Bon, et sans parler de nos petits problèmes, de nos petits destins de Russes, Dostoïevski a été interdit à Milan. L'étude de Dostoïevski est interdite. Il y a des chanteurs qui ne montent plus sur scène. Donc on vit dans un monde absolument hystérique, et c'est pour ça que j'essaie par tous les moyens d'expliquer que le temps est venu de faire la paix, non pas demain, mais aujourd'hui, faire tout son possible pour parvenir à cette paix à n'importe quelle condition. L'essentiel, c'est que les gens ne meurent pas aujourd'hui, vous voyez. Mais malheureusement, ce message n'est pas entendu du tout en France. Il est en effet peu relayé, et merci de le faire. On aurait bien continué encore 2 semaines cet entretien, mais malheureusement, ou heureusement pour vous, puisque vous allez pouvoir poursuivre aussi cet échange avec André Imakine juste à la sortie de la salle, où il se fera un plaisir de signer l'ancien calendrier d'un amour. Et merci beaucoup, roman. Vous avez racheté la faute de Bordeaux, c'est rare. Merci.